À 4h17 précise, en eaux internationales, l'USS Porter repéra 4 navires de guerre russes se rapprochant de plusieurs directions. Aucun contact radio, aucune identification, seulement 4 bâtiments de combat de surface convergeant vers un destroyer américain isolé à 26 000 nautiques des côtes. Les Russes pensaient exécuter une manœuvre d'encerclement de surface classique. Ils ignoraient qu'ils dévoilaient leurs intentions au système de combat naval le plus intégré jamais déployé en mer. Le Porter est un destroyer lance-missiles de classe Harley-Burke, un navire de 155 mètres de long, chef-d'œuvre d'ingénierie américaine conçu selon un principe fondamental: maîtriser l'information, c'est maîtriser l'engagement. Son radar AN/SPY-1D suit simultanément plus de 1000 cibles. Ses 4 turbines à gaz General Electric développent 105 000 chevaux. Son centre d'information de combat traite les données tactiques plus rapidement que l'ensemble des forces russes réunies. Les Russes allaient bientôt découvrir ce que signifiait cet avantage. Le premier contact est apparu sur le radar à 4h12. 2 destroyers de classe Udaloy approchaient du nord-est, cap 0,45°, à une distance de 26 000 nautiques à une vitesse de 22 nœuds. Dans les 90 secondes qui ont suivi, 2 autres contacts ont été détectés. 2 frégates de classe Admiral Grigorovitch, l'une au cap 125°, l'autre au cap 280°. 4 navires, 4 trajectoires d'approche différentes, une manœuvre en tenaille classique convergeant vers un destroyer américain isolé en eaux internationales. À l'intérieur du centre d'information de combat du Porter, l'atmosphère changea instantanément. Des écrans bleus illuminaient les affichages tactiques indiquant 4 contacts rouges se rapprochant. Un maître d'équipage identifia chaque contact comme un bâtiment de combat de surface de la marine russe. L'officier chargé des opérations tactiques calcula le point d'approche le plus proche, 16 000 nautiques en 40 minutes si aucun changement de cap n'était opéré. Une distance suffisante pour tester la détermination américaine. L'officier de quart sur la passerelle analysa la situation tactique. 4 navires formaient un dispositif lâche autour du Porter. Leur position n'était pas aléatoire ni le fruit du hasard de leur patrouille. Il s'agissait d'une coordination délibérée visant à contraindre un navire de guerre américain isolé à modifier sa route. La même tactique de zone grise que la Russie emploie en mer Baltique, la même intimidation calculée que la Chine utilise en mer de Chine méridionale. Agressivité aérienne et maritime, réclamation d'un transit légal, en espérant que l'autre partie cède la première. À 4h29, la formation russe s'est resserrée. Les 4 navires ont ajusté leur cap vers l'intérieur. Le nouveau point de rapprochement le plus proche a été calculé à 12 000 nautiques dans 30 minutes. Les 2 destroyers Udaloy Nord maintiennent leur formation, espacée de 8 milliards, formant ainsi une barrière au nord. Les 2 frégates Grigorovitch se positionnent au sud et à l'ouest, prêtes à couper la route prévue du Porter. 4 pièces mobiles d'un échiquier se rapprochent méthodiquement d'une case américaine. Le commandant du Porter arriva au CIC en 3 minutes. Il examina l'affichage. 4 contacts, plusieurs vecteurs d'approche, un schéma convergent, des tactiques de surface classiques d'un adversaire qui enseigne encore la doctrine soviétique. 04h38. La distance jusqu'au contact le plus proche est tombée en dessous de 20 000 nautiques. Le sous-marin Udaloy Nord de 8 000 tonnes est propulsé par des turbines à gaz et nécessite une révision. Il est équipé de 2 canons de 100 mm et de missiles anti-sous-marins SSN-14 des années 1970. Les missiles sol-air SAN-9, d'une portée de 7000 nautiques et capables de neutraliser des sous-marins américains, se révélaient peu efficaces contre un destroyer américain de 3 générations plus avancées. La réalité tactique était bien différente de ce qu'avaient imaginé les stratèges russes. Leurs destroyers Udaloy étaient avant tout des plateformes anti-sous-marines dotées de capacités de défense aérienne limitées, conçues à l'époque où l'Union soviétique existait encore. Dotés désormais de systèmes radars dignes d'être exposés dans un musée, leurs frégates Grigorovitch emportaient des missiles de croisière de calibre approprié, efficaces contre les tirs terrestres, mais nécessitant un ciblage externe pour les frappes maritimes. 4 navires, 4 capacités différentes, 100 systèmes de combat unifiés les liant. Chaque bâtiment fonctionnait avec des senseurs, un système de ciblage et une structure de commandement indépendant. Le Porter, en revanche, fonctionnait comme un nœud unique et intégré au sein d'un réseau s'étendant des satellites en orbite jusqu'aux zones de patrouille sous-marine situées à 480 km de distance. Son système de combat Aegis suivait les 4 navires russes, monitorait leurs émissions radar, classifiait leur système de conduite de tir et analysait leurs signatures électroniques. Chaque impulsion radar émise devenait un renseignement. Chaque changement de cap révélait la doctrine. Les Russes pensaient mener une intimidation coordonnée. Ils offraient une démonstration en temps réel de leur stratégie tactique,
comme jouer à cache-cache avec un adversaire disposant de satellites thermiques et de détecteurs de mouvement couvrant tout le quartier. 4h53, zone située au nord d'Udaloy, à 15 000 nautiques. Les opérateurs de guerre électronique ont détecté l'activation de radars de conduite de tir russes. Mode de recherche, observation, sondage, diffusion de leur position, à la manière d'adolescents publiant leur position sur les réseaux sociaux. On a testé si le porteur allait broncher, changer de cap, demander des renforts, activer ses systèmes de conduite de tir. Le porteur n'a rien fait de tout cela. Il a maintenu son cap et sa vitesse, sans émettre de communication radiotactique. Son radar SPY-1D a suivi les 4 contacts avec une précision constante, digne de la détection de goélands et de cargos. Aucune alerte accrue n'a été perçue par les observateurs russes. Aucune manœuvre défensive n'a été entreprise. Rien n'indiquait que les Américains jugeaient 4 navires de guerre russes dignes d'intérêt. Cette indifférence calculée constituait une communication tactique. Vous ne nous impressionnez pas. Votre coordination ne nous intimide pas. Vos 4 navires ne représentent aucune menace que nous ne puissions gérer avec nos systèmes automatisés. Message transmis par le silence. 5h12, distance au contact le plus proche, 10 000 nautiques. Le Grigorovitch du Sud, cap 172 degrés, 30 nœuds, accélère. Le point de rapprochement minimal a été recalculé, 4000 nautiques en 16 minutes, soit moins de la distance de séparation standard. Suffisamment proche pour une identification visuelle, suffisamment proche pour qu'une erreur de navigation provoque une crise internationale. L'équipage du porteur a préparé une riposte proportionnée, non pas en armes, mais en recueillant des renseignements. Les systèmes de guerre électronique sont passés en mode d'enregistrement actif. Chaque émission radar est enregistrée. Les capteurs visuels suivent le numéro de coque. Le recueil de renseignements était si exhaustif que les analystes américains en savaient plus sur ces navires que leurs propres équipages. À 5h21, la situation dégénéra. Le Northern Udaloy changea brusquement de cap en direction du porteur. Vitesse augmentée à 25 nœuds, distance de 8000 nautiques. Point de rapprochement minimal recalculé, 1,4 000 nautiques, 12 minutes, à l'intérieur du seuil de coordination, dans la zone où l'évitement d'une collision est impératif. Sur la passerelle du porteur, l'officier de quart suivait la trajectoire du navire de contact qui s'approchait. Pas de panique, juste une procédure. La passerelle a appelé le CIC. Le commandant a examiné les critères d'engagement. Les règles sont on ne peut plus claires. Maintenez le cap, surveillez de près. Préparez-vous à réagir si le navire russe viole la distance de sécurité. 1,5 000 nautiques, c'était la limite. Les lois de la physique ne négocient pas avec agressivité. Si vous les enfreignez, les Américains réagiront. 5h28, portée de 6000 nautiques. L'Udaloy a maintenu son approche. Cap 0,87 degrés. Cap stable. Tactique russe appliquée à la perfection. Appliquer une pression, tester la détermination, créer une ambiguïté, obliger les Américains à choisir entre le maintien de leur position et l'évitement des collisions. Probabilité de succès calculée en interne à 97%. Les 3% restants relevaient du vœu pieux. Escalade classique en zone grise, conçue pour atteindre des objectifs politiques sans recourir aux armes. La réponse du porteur s'est faite par démonstration. À 5h32, alors que l'Udaloy se trouvait à 4,8 000 nautiques, le porteur a déployé son hélicoptère MH-60R Seahawk embarqué. Pas de manœuvre agressive, juste des opérations de vol routinier. L'hélicoptère a décollé du pont d'envol, a pris de l'altitude à 150 mètres, s'est placé sur une orbite lente à 10 km du destroyer, visible par tous les navires de guerre russes. Les opérateurs radars russes, les yeux rivés sur leurs écrans, ont soudain entendu des bips plus forts que des détecteurs de fumée à 3 heures du matin. Équipé de capteurs permettant de détecter les sous-marins à 40 000 nautiques et de torpilles pour engager des tirs sur surface si nécessaire, cet appareil affirme que l'aviation navale américaine opère quand elle le souhaite, quelles que soient les pressions russes. L'apparition du Seahawk changea instantanément la donne. Le radar de conduite de tir du Northern Udaloy passa du mode recherche au mode acquisition, sans pour autant viser, mais en augmentant la vigilance. Le capitaine russe comprit. Un seul hélicoptère américain représentait une capacité anti-surface supérieure à tout son arsenal. Son radar déjouait ses contre-mesures. Ces torpilles atteignaient leur cible à des distances hors de portée de ses canons. Des systèmes de guidage qui ne se laissent pas distraire, ils restent concentrés. Sa liaison de données était connectée au système de combat du porteur, créant une chaîne de destruction intégrée qu'il ne pouvait perturber. 0541. L'Udaloy a ajusté son cap. Nouveau cap, 120 degrés. Virage de bord.
réduction du taux de rapprochement. Accélération de la progression jusqu'à la réévaluation tactique. Point d'approche minimal recalculé, 2,6 milles nautiques, au-delà du seuil critique. Maintien de la distance de séparation légale. La formation russe continua de suivre le porteur, mais la manœuvre de rapprochement agressive prit fin. La démonstration atteignit son objectif, sans avertissement radio, sans activation d'armes, sans protestation diplomatique. Un seul hélicoptère, en orbite lente, symbolisant des capacités que les Russes ne pouvaient égaler. Les 3 navires restants conservèrent leur formation en carré, mais cessèrent de réduire la distance. Leur nouvelle distance de maintien fut de 10 milles nautiques, suffisante pour un contact visuel, suffisamment loin pour éviter de déclencher une riposte américaine. La tentative d'encerclement a échoué, non pas grâce à des manœuvres américaines, mais parce que les Russes ont compris qu'un rapprochement plus poussé n'offrait aucun avantage tactique. Ils sont venus démontrer la coordination de leurs navires. Ils repartirent après avoir démontré leur incapacité à influencer les opérations américaines par des schémas de navigation coordonnés qui paraissaient plus efficaces sur le papier qu'à l'œuvre. 0607. La formation russe rompit le contact. Les 4 navires ont modifié leur cap pour quitter le port. Aucune explication radio. Aucun accusé de résection. Ils se dispersèrent simplement, chacun reprenant ses propres pistes de patrouille. Les Oudaloï du Nord prirent la direction du nord-est. Les Grigorovitch se dirigèrent vers le sud-est. En moins de 30 minutes, les 4 contacts disparurent de l'horizon radar. Mission accomplie du point de vue russe, puisqu'elle consistait à consommer du carburant sans résultat. Le porteur reprit sa route initiale, inchangée. Pas un seul degré de déviation de cap. Pas la moindre modification de vitesse. Le Seahawk a regagné le poste de pilotage. Opérations aériennes sécurisées. L'équipage a repris ses postes de veille habituels. Les renseignements récoltés se sont avérés substantiels. Chaque émission radar captée, chaque fréquence enregistrée. Signature de guerre électronique cataloguée. Les Russes ont dévoilé leur doctrine de coordination, leurs préférences tactiques et leurs capacités en matière d'équipement. Des informations valant des millions fournies gratuitement par des adversaires qui font des forces. L'analyse des coûts est éloquente. La Russie a déployé 4 navires de guerre, dont la consommation de carburant et les frais d'opération s'élèvent à environ 5 000 $ par heure. 40 minutes d'intimidation coordonnée, pour un coût total d'environ 53 000 $, des frais exorbitants pour une leçon disponible gratuitement sur Wikipédia. Ils n'ont atteint aucun objectif stratégique, aucun changement de cap, aucune concession politique, aucun impact opérationnel sur les patrouilles américaines. Ils auraient pu faire une recherche sur Google concernant les tactiques efficaces de guerre de surface et économiser le diesel. Il néanmoins fournit des renseignements détaillés sur 4 classes de navires différentes que les stratèges américains étudieront pendant des années. Le porteur, lui, a lancé un hélicoptère. Les opérations aériennes coûtent environ 1 100 $ en carburant et en maintenance. Cette seule sortie a transmis un message tactique plus puissant que 4 navires de guerre russes effectuant des manœuvres coordonnées. Quand votre hélicoptère représente une puissance de combat supérieure à celle de leur formation, les manœuvres sont superflues. Il suffit de leur rappeler votre présence. Moins de 72 heures plus tard, les médias d'État russes diffusaient une vidéo soigneusement montée affirmant que leurs courageux marins avaient réussi à contraindre un navire de guerre américain à se retirer de la zone d'opération. Les journaux de navigation du porteur racontaient une autre histoire. Aucun changement de cap, aucun changement de vitesse, aucune manœuvre défensive. Le destroyer a maintenu une trajectoire parfaitement rectiligne tout au long de l'engagement, traitant les 4 navires de guerre russes avec la même prudence que la plupart des capitaines réservent aux chalutiers. Voilà comment fonctionne la dissuasion moderne en l'absence de caméra. Un camp sonde, l'autre démontre sa capacité de frappe sans escalade. Personne ne tire d'armes à feu, mais les messages sont transmis clairement par impulsion radar, vol d'hélicoptères et calcul précis des capacités de chaque marine. C'est comme se présenter à un duel armé de 4 couteaux alors que l'adversaire possède des glacières de vision nocturne, sait que vous arrivez et a vérifié au préalable les caractéristiques de vos couteaux. La Russie voulait démontrer sa capacité à coordonner des opérations impliquant plusieurs navires dans des eaux contestées. Ce qu'ils ont démontré, c'est que la coordination de 4 navires avec des systèmes indépendants est moins efficace qu'un seul destroyer américain équipé de réseaux intégrés. C'est comme apporter des outils séparés sur un chantier où votre adversaire possède une fabrique entièrement automatisée. La mer internationale est restée calme ce matin-là. Aucun missile n'a été lancé. Aucune collision n'a été enregistrée. Aucun incident diplomatique n'a été signalé. Seuls 4 navires rentrèrent au port après des démonstrations infructueuses et des débriefings complets, tandis qu'un destroyer américain poursuivait sa patrouille sans interruption. Certaines leçons s'apprennent dans l'explosion.
Celle-ci s'apprit avec indifférence, lors d'un vol en hélicoptère. C'est comme essayer d'intimider un grand maître d'échecs en encerclant l'échiquier d'Équion. Techniquement possible, fortement déconseillé. Cela ne changera certainement pas le résultat. Et pour les stratèges russes de guerre de surface qui ont visionné les images de l'incident, ce démenti discret a probablement été plus douloureux que n'importe quel tir de missile. Ils cherchaient l'affrontement. On leur a rappelé que dans la guerre navale moderne, la maîtrise de l'information prime sur le nombre de navires. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Votre soutien permet de révéler davantage d'histoires inédites des opérations maritimes.